Le sol en marbre froid de la tour Lumière étincelait comme de la glace sous le soleil matinal. La chaleur parisienne était implacable dehors, mais à l'intérieur, la climatisation donnait au hall une fraîcheur stérile. L'odeur d'acier poli et de désodorisant synthétique flottait dans l'air. Un chariot de nettoyage grinçait doucement près des portes tournantes poussées par une jeune femme en uniforme bleu délavé. Son badge indiquait Samira. À 28 ans, Samira avait appris à marcher inaperçue. Son foulard était soigneusement noué, son visage calme, mais ses yeux trahissaient la fatigue de batailles silencieuses. Alors qu'elle s'agenouillait pour frotter une tache de café tenace sur le carreau du coin, des talons claquèrent derrière elle. « Bouge-toi » aboya une voix tranchante. Elle leva les yeux. Monsieur Philippe Mercier, PDG de Mercier Entreprises, grand, élégant et perpétuellement renfrogné. Sa mallette de designer pendait à sa main comme un trophée. « Tu n'es qu'une femme de ménage », dit-il sans ralentir, enjambant son seau comme si elle faisait partie du sol. Samira se figea. Ces mots la piquaient, non pas parce qu'ils étaient nouveaux, mais parce qu'ils venaient avec cette familière sensation d'être invisible, d'être moins. Elle ne parla pas. Elle fixa simplement la dalle propre sous ses doigts. La même dalle qu'elle frottait chaque jour à 5h30 du matin. La même dalle où des hommes comme lui crachaient leur mépris aussi naturellement qu'ils respiraient. Derrière elle, la réceptionniste gloussa. Philippe disparut dans l'ascenseur, ne laissant derrière lui que le parfum de son cologne coûteuse et l'écho du dédain. Samira se releva lentement, les yeux toujours fixés sur l'endroit où ses chaussures avaient touché. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais de quelque chose de bien plus profond. L'indignation. Sur le chemin de retour vers le local des produits d'entretien, Samira croisa le regard de Madame Claudette, la gardienne de l'immeuble. Une femme de 60 ans, aux mains noueuses et au regard doux, qui avait toujours un mot gentil pour chacun. « Ne le laisse pas t'atteindre, ma petite », murmura Claudette en serrant brièvement son épaule. « Ces hommes-là ne voient que leur propre reflet dans les miroirs qu'on nettoie. » Samira hocha la tête, reconnaissante pour cette chaleur humaine inattendue. Dans ce bâtiment de verre et d'acier, Claudette était la seule qui semblait voir au-delà de l'uniforme, la seule qui prononçait son prénom avec respect. Le reste de la matinée passa dans une brume de mouvements automatiques, frotter, essuyer, polir, le balai silencieux des invisibles. Samira nettoyait les bureaux vides pendant que leurs occupants assistaient à des réunions importantes, prenaient des décisions, vivaient des vies que la sienne ne croiserait jamais. À midi, elle s'assit seule dans le local technique, déballant son sandwich préparé avant l'aube. Par la petite fenêtre, elle pouvait apercevoir les tours de la Défense qui se dressaient vers le ciel comme des promesses de réussite, des promesses qui semblaient se moquer d'elle. Son téléphone vibra. Un message de l'école de Yacine, son neveu de 6 ans, rappelé urgemment. Son cœur se serra. Depuis la mort de sa sœur dans un accident de voiture 3 ans plus tôt, Yacine était toute sa vie. Elle l'élevait seule, jonglant entre les horaires impossibles et les fins de mois difficiles. « Madame Ben Ali !» La voix de la directrice semblait tendue au téléphone. Yacine a eu un malaise pendant la récréation. Rien de grave, mais il a de la fièvre. « Pourriez-vous venir le chercher ?» Samira regarda l'horloge. Son service ne finissait pas avant 5 heures. Demander à partir plus tôt signifiait affronter le regard désapprobateur du chef d'équipe, peut-être même risquer son emploi précaire. Mais Yacine avait besoin d'elle. Rassemblant son courage, elle monta au bureau de la gestion du personnel. La secrétaire, mademoiselle Dubois, l'examina de haut en bas, comme si elle était une tache sur sa moquette immaculée. Le chef d'équipe n'est pas disponible, et M. Mercier déteste qu'on perturbe le planning. Samira serra les poings dans les poches de son uniforme. « Mon neveu est malade, je dois partir maintenant. » Quelque chose dans sa voix, une détermination tranquille, une dignité intacte malgré l'humiliation du matin, fit lever les yeux de mademoiselle Dubois. « Je vais voir ce que je peux faire, dit-elle finalement. »
10 minutes plus tard, Samira était dans le métro, son uniforme dissimulé sous un manteau trop chaud pour la saison. Dans sa tête résonnaient encore les mots du chef d'équipe. « C'est exceptionnel, ne t'attends pas à ce que ça se reproduise. » Mais au milieu de l'inquiétude pour Yacine, une petite flamme brillait, celle d'avoir tenu tête, d'avoir choisi ce qui comptait vraiment, d'avoir, l'espace d'un instant, refusé d'être invisible. Samira habitait à Montreuil, dans un quartier populaire à l'est de Paris, loin des tours scintillantes de la Défense. Les rues y sentaient le pain frais, la lessive étendue et l'air humide de la Seine lointaine. Elle partageait un modeste 2 pièces avec son neveu Yacine, depuis que sa sœur était décédée dans cet accident terrible qui avait bouleversé leur vie. Elle n'était pas qu'une femme de ménage. Elle était mère de substitution, tante, pourvoyeuse et rêveuse. Avant l'aube, elle préparait le déjeuner de Yacine, pliant soigneusement une crêpe au miel et glissant un petit mot avec un cœur dessiné à côté de son nom. Après le travail, elle lui apprenait à lire en utilisant des livres usés qu'ils choisissaient ensemble au marché aux puces de Montreuil. La vie n'avait pas été tendre avec Samira. Née dans un petit village près d'Alger, elle avait vu ses parents mourir jeunes, avait subi un mariage forcé à 16 ans et s'était échappée à Paris seule, sans le sou mais déterminée. Il n'y avait pas de conte de fées dans son monde, seulement de petites victoires. Un sourire de Yacine, une callosité qui guérit, un moment de silence sur le petit balcon avec les étoiles au-dessus. Son seul réconfort au travail venait de Madame Claudette, la gardienne âgée qui travaillait dans l'immeuble depuis 30 ans. Claudette avait pris Samira sous son aile dès le premier jour. Elle l'appelait « ma fille » et gardait toujours une tasse de thé à la menthe prête après ses tournées. Ce soir-là, Samira berçait Yacine, la fièvre ayant enfin baissé grâce au sirop que le pharmacien du quartier lui avait conseillé. L'appartement était petit mais propre, décoré avec des trésors trouvés, un tapis aux couleurs vives acheté pour presque rien, des cadres photos fabriqués à partir de bois récupérés, des plantes qui transformaient l'espace étroit en un sanctuaire vivant. « Tata !» murmura Yacine somnolent, « raconte-moi encore l'histoire du garçon qui parlait aux étoiles. » Samira sourit, caressant ses cheveux noirs bouclés. C'était une histoire qu'elle avait inventée sur un petit garçon qui découvrait que chaque étoile contenait un rêve et qu'il suffisait de leur parler avec le cœur pour qu'elles écoutent. « Demain, mon trésor, maintenant, tu dois dormir pour que les microbes s'en aillent. » Une fois Yacine endormi, Samira s'installa à la petite table de la cuisine. Devant elle, des factures s'empilaient comme des montagnes insurmontables. L'école de Yacine, bien que publique, nécessitait des fournitures, des vêtements, des sorties. Et puis il y avait le loyer, toujours en augmentation, l'électricité, la nourriture. Son portable vibra. Un message de Claudette. « J'espère que ton petit va mieux. N'oublie pas, demain c'est important. Le grand patron reçoit un invité spécial. Tout doit être impeccable. » Samira soupira. Elle savait ce que cela signifiait. Des heures supplémentaires non payées, des exigences accrues, le stress de l'invisibilité parfaite. Mais elle ne pouvait pas se permettre de perdre ce travail. Le lendemain matin, elle déposa Yacine chez Madame Belkacem, leur voisine qui gardait l'enfant avant l'école quand Samira devait partir tôt. « Tu es pâle, ma fille », remarqua la vieille dame en ajustant son foulard. « Tu travailles trop. »« C'est la vie, Kalti », répondit Samira avec un sourire fatigué, utilisant le terme affectueux pour tante en arabe. Le trajet jusqu'à la Défense était long, métro bondé, RER cahotant, marche rapide dans le froid matinal. Mais chaque jour, Samira utilisait ce temps pour rêver, non pas de richesse ou de luxe, mais d'une vie où sa dignité ne serait pas remise en question chaque matin. Une vie où Yacine pourrait être fier de dire ce que faisait sa tante. La tour Lumière, l'agitation était palpable. Des hommes et des femmes en costume s'affairaient, des plateaux de pâtisserie fine étaient livrés, des compositions florales extravagantes ornaient le hall d'entrée. « Samira !» La voix de Claudette la tira de sa contemplation.
Viens vite, il faut que tout soit parfait au 22e étage. Monsieur Mercier reçoit Bernard Arnault lui-même. Le nom résonna comme un coup de tonnerre. Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, le propriétaire de LVMH, l'empire du luxe. Celui dont la fortune pourrait alimenter un pays entier. Pendant les heures qui suivirent, Samira nettoya comme jamais. Chaque surface brillait, chaque vitre étincelait, chaque détail était scruté avec l'œil d'un orfèvre. Ses mains, déjà rugueuses, devenaient de plus en plus rouges sous l'effet des produits chimiques. À midi, alors que tous les employés s'agitaient pour les derniers préparatifs, Samira s'accorda une pause dans le local technique. Ses jambes tremblaient de fatigue, son dos la faisait souffrir. C'est là que Claudette la rejoignit, tenant 2 tasses de thé fumant et un petit paquet enveloppé dans du papier journal. « Tiens, dit-elle en lui tendant le paquet. Je l'ai trouvé au marché dimanche. Il m'a fait penser à toi. » Intriguée, Samira défit le papier. À l'intérieur se trouvait un petit carnet à la couverture en cuir usé. Sur la première page, une citation écrite à la main. « Tu as de l'or dans les mains, Samira. Le monde ne l'a juste pas encore vu. » Les larmes aux yeux, Samira serra le carnet contre sa poitrine. « Merci, Claudette. » La vieille femme sourit tendrement. « Le monde ne voit l'or que quand il brille. Mais toi et moi, on sait qu'il est parfois caché dans les endroits les plus sombres, n'est-ce pas ?» Samira acquiesça doucement. Malgré tout, au fond d'elle, elle y croyait encore. Quelque part, d'une manière ou d'une autre, la dignité trouverait sa voie. Ce jeudi matin, Paris scintillait sous un soleil automnal qui rendait les façades haussmanniennes presque dorées. À l'intérieur de la tour Lumière, les bureaux bourdonnaient de rumeurs. Bernard Arnault, le milliardaire discret à la tête du plus grand empire du luxe mondial, était attendu pour une visite chez Mercier Entreprises. Le bâtiment étincelait. Les employés portaient leurs plus beaux costumes. Le PDG aboyait des ordres à droite et à gauche, et Samira avait reçu l'instruction de se faire invisible, rester loin du hall, cacher son chariot, ne pas se faire remarquer. Elle obéissait, comme toujours, mais à 14h17, le désastre frappa. Un jeune cadre renversa un plateau entier de café sur le tapis du hall, à peine 10 minutes avant l'arrivée prévue de M. Arnault. La panique éclata. « Où est la femme de ménage ?» « Que quelqu'un appelle la fille de ménage !» hurla Philippe Mercier. Samira apparut avec son chariot. Ses mains bougeaient rapidement, instinctivement. Mais alors qu'elle tamponnait le tapis, Philippe fit irruption. « Je t'avais dit de rester hors de vue, lança-t-il. Tu nous fais honte. Mais monsieur, la tâche, je m'en fiche. Va-t'en. Maintenant, tu donnes une image bon marché à cet endroit. » Ses yeux brûlaient. Tout autour, des regards observaient. Certains amusés, d'autres compatissants. Aucun ne parlait. Samira se redressa, chiffon à la main, le visage rougi par l'humiliation. Elle se détourna silencieusement et marcha vers le placard du concierge. Alors que la porte se refermait derrière elle, une larme unique glissa sur sa joue. Elle appuya sa tête contre l'étagère remplie d'eau de javel et de cire pour sol. Mais ensuite, quelque chose d'étrange. De l'extérieur, elle entendit une voix profonde demander « Qui est la femme qui a nettoyé le sol ?» Monsieur Arnault était arrivé. Le cœur battant, Samira entr'ouvrit légèrement la porte du placard. Par l'interstice, elle pouvait voir le hall d'entrée où un silence stupéfait s'était installé. Bernard Arnault, dans son costume sombre parfaitement taillé, se tenait près du tapis du hall. Ses yeux perçants scrutaient la pièce. « J'ai demandé, » répéta-t-il, « qui est la personne qui a nettoyé ceci avec ses mains nues ?» Philippe hésita, ses lèvres tressaillant légèrement. « Juste une employée de nettoyage, monsieur. Sans importance. » Monsieur Arnault fronça les sourcils. « Sans importance ?» Il s'agenouilla et passa ses doigts sur l'endroit que Samira avait frotté. « Parfait. Pas même une trace de tache. Ce n'est pas le travail de quelqu'un sans importance. » Il se tourna vers la foule. « Faites-la venir ici. » Claudette, qui se tenait en retrait, s'avança vers le placard et ouvrit doucement la porte. « Samira, » murmura-t-elle, « il te demande. N'aie pas peur. »
Samira fut convoquée, hésitante, les yeux écarquillés. Elle se tenait devant le milliardaire, les mains sentant encore le détergent. « Comment vous appelez-vous, madame ?» demanda-t-il gentiment. « Samira, monsieur. »« Samira, » dit-il, comme s'il testait le goût de ce nom dans sa bouche. « Savez-vous que dans mon groupe, nous nommons des divisions entières d'après des personnes comme vous ?» Le hall retint son souffle. Il regarda Philippe. « Vous devriez apprendre à reconnaître la dignité avant qu'elle ne porte un costume. » Se tournant vers Samira, il dit « Vous avez des mains attentionnées. Envisageriez-vous de travailler pour ma fondation? Pas comme femme de ménage, mais comme coordinatrice des services intérieurs, salaire complet, soutien éducatif pour votre enfant. Respect. » Samira ne pouvait pas parler. Ses lèvres tremblaient. Mais ses yeux brillaient comme du marbre poli sous la lumière du soleil. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle finalement. Monsieur Arnaud sourit, un sourire rare qui transformait son visage habituellement austère. « J'ai commencé comme fils d'un constructeur. Je reconnais le travail bien fait quand je le vois. Et je reconnais aussi quand quelqu'un traite ses employés comme des objets plutôt que comme des êtres humains. » Il se tourna vers Philippe, dont le visage oscillait entre la pâleur et le rouge vif. « Votre entreprise m'intéressait, Mercier. Mais je ne fais pas affaire avec des hommes qui ne respectent pas ceux qui les servent. » Un murmure parcourut la salle. Des regards incrédules s'échangeaient entre les cadres en costume. La réceptionniste, qui avait ri de Samira, baissa les yeux, soudain fascinée par son clavier. « Madame Samira, » continua monsieur Arnaud, « ma carte. Appelez mon bureau demain matin. Nous discuterons des détails. » Claudette, qui n'avait pas quitté le côté de Samira, serra discrètement sa main. Ce geste simple, cette solidarité silencieuse, valait tous les discours du monde. Tandis que Bernard Arnault s'éloignait, accompagné de son équipe, Philippe Mercier tenta de le suivre, bredouillant des explications. Mais le milliardaire l'arrêta d'un simple geste de la main. « Votre attitude en dit plus long que n'importe quelle présentation, monsieur Mercier. Je crois que nous en avons terminé. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Samira se tenait toujours au même endroit, la carte de visite serrée dans sa main comme un talisman. Autour d'elle, l'atmosphère avait changé. Les regards n'étaient plus méprisants ou indifférents, mais curieux, peut-être même respectueux. Ce soir-là, en rentrant à Montreuil, Samira marchait différemment, pas encore avec assurance, mais avec une nouvelle conscience de sa propre valeur. Dans le métro bondé, elle ne se tassait plus contre la paroi pour se faire plus petite. Elle occupait sa place, simplement, dignement. Yacine l'attendait chez Madame Belkacem, son cahier d'école ouvert sur la table de la cuisine. À 6 ans, il était déjà sérieux, comme s'il portait sur ses petites épaules le poids des sacrifices de sa tante. « Tu as l'air différente, Tata », remarqua-t-il en penchant la tête sur le côté. Samira s'agenouilla devant lui, prenant ses petites mains dans les siennes. Ses mains qui, selon un homme très puissant, contenaient de l'or. « Parfois, Yacine, dit-elle doucement, le monde change en un instant, comme dans les histoires que nous lisons. » Cette nuit-là, après avoir bordé Yacine, Samira s'assit sur le petit balcon de leur appartement. Au-dessus d'elle, entre les immeubles serrés de la banlieue, quelques étoiles perçaient la pollution lumineuse de Paris. Elle sortit le carnet que Claudette lui avait offert et, pour la première fois depuis des années, commença à écrire. Non pas des lamentations ou des regrets, mais des mots d'espoir, des mots de dignité retrouvée. Demain serait le début d'une nouvelle vie, une vie où elle ne serait plus invisible. Le lendemain matin, Samira se réveilla avant même que son réveil ne sonne. Une habitude ancrée par des années de lever à l'aube. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. La carte de visite de Bernard Arnault reposait sur sa table de nuit, comme un fragment d'un rêve trop réel. Dans la cuisine minuscule, elle prépara le petit déjeuner de Yacine, des tartines à la confiture et un chocolat chaud, tout en répétant dans sa tête ce qu'elle dirait en appelant le numéro inscrit sur la carte. Les mots s'en mêlaient, se déformaient. Comment une femme comme elle pourrait-elle simplement appeler l'un des hommes les plus puissants de France? « Tu es dans les nuages, Tata », dit Yacine en mordant dans sa tartine.
Des miettes s'accrochaient à son menton et Samira les essuya tendrement. « J'ai peut-être un nouveau travail », répondit-elle doucement, comme si prononcer ces mots trop forts pourrait les faire disparaître. « Tu ne nettoieras plus les bureaux ?» Samira hésita. « Je ne sais pas encore exactement, mais ce serait différent, mieux. » Après avoir déposé Yacine à l'école, Samira s'arrêta dans un petit square. Les bancs étaient humides de rosée, mais elle s'assit quand même, sortit son téléphone et prenant une profonde respiration, composa le numéro. « Fondation Louis Vuitton, bonjour », répondit une voix féminine, professionnelle mais chaleureuse. « Bonjour, je m'appelle Samira Benali. Monsieur Arnaud m'a demandé de... » Il y eut un bref silence, puis « Madame Benali. »« Oui, bien sûr. Monsieur Arnaud nous a prévenus de votre appel. Pouvez-vous venir ce matin à 11 heures ?» Le bâtiment de la Fondation Louis Vuitton se dressait dans le bois de Boulogne comme un vaisseau de verre et d'acier, ses voiles gonflées vers le ciel. Samira, dans sa robe la plus présentable, une simple tunique bleue achetée en solde, se sentait minuscule face à cette architecture audacieuse. À l'accueil, une jeune femme élégante l'accueillit avec un sourire sincère. « Madame Benali, je suis Sophie Rousseau, assistante de direction. Bienvenue à la Fondation. » Samira fut conduite à travers des espaces lumineux où l'art contemporain dialoguait avec la lumière naturelle. Rien à voir avec les couloirs austères de la Tour Lumière. Ici, chaque détail semblait pensé pour éveiller l'émerveillement. Dans un bureau aux lignes épurées, Madame Lecomte, directrice des ressources humaines, l'attendait en compagnie d'un homme d'une 50aine d'années au regard bienveillant. « Voici Pierre Dupont, notre responsable des services intérieurs, » expliqua Madame Lecomte après les présentations. « Monsieur Arnaud a été très clair. Il souhaite vous offrir un poste de coordinatrice. » Samira serra les mains moites sur ses genoux. « Je ne comprends toujours pas pourquoi. Je n'ai pas de diplôme, pas d'expérience de la coordination. » Pierre Dupont sourit. « Vous avez quelque chose de plus précieux, l'œil pour le détail, le respect du travail bien fait et une dignité que rien ne semble pouvoir briser. Monsieur Arnaud a cette capacité à repérer le potentiel là où d'autres ne voient que des fonctions, » ajouta Madame Lecomte. « Il nous a raconté ce qui s'est passé hier, comment vous avez été traité, et comment, malgré tout, vous avez fait votre travail avec excellence. Le contrat qu'on lui présentait était presque irréel. Un salaire 3 fois supérieur à ce qu'elle gagnait comme femme de ménage, des horaires compatibles avec la vie de famille, une assurance santé complète et même une bourse d'études pour Yacine. Votre rôle serait de superviser l'équipe d'entretien de la Fondation, » expliqua Pierre. « Vous connaissez ce travail mieux que quiconque. Vous savez ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, comment traiter les gens avec respect tout en maintenant des standards d'excellence. » Les larmes montèrent aux yeux de Samira. Elle les retint, respirant profondément. « Il y a autre chose, » ajouta Madame Lecomte en sortant un dossier. « Monsieur Arnaud a remarqué votre accent. Il a supposé que vous n'étiez pas né en France. Il a demandé à notre service juridique de vous aider, si nécessaire, avec votre situation administrative. » Cette fois, Samira ne put retenir ses larmes. Son statut de résidente, toujours précaire malgré ses années en France, était une source constante d'angoisse. « Comment a-t-il su ?»« Il ne savait pas, » répondit doucement Madame Lecomte. « Il a juste voulu s'assurer que tous les obstacles potentiels à votre réussite soient levés. » Sur le chemin du retour, Samira marcha le long de la Seine, son contrat serré contre sa poitrine. Les eaux grises du fleuve reflétèrent le ciel automnal, changeant, imprévisible, comme la vie elle-même. Son téléphone vibra. Un message de Claudette. Alors, Samira sourit et répondit simplement « La vie change parfois en un instant. » Ce soir-là, elle emmena Yacine au petit restaurant marocain du quartier, un luxe qu'il ne s'était jamais permis. Assis devant un tagine fumant, Yacine regardait sa tante avec des yeux brillants d'une fierté nouvelle. « Madame Belkacem dit que tu vas travailler dans un château de verre, » dit-il, impressionné. Samira rit,
Un son clair qu'elle n'avait pas entendu sortir de sa propre bouche depuis longtemps. Pas exactement un château, mais c'est un endroit magique. Oui, et tu pourras venir le visiter. Et je pourrai rencontrer le monsieur riche qui t'a donné le travail. La question était innocente, mais elle fit réfléchir Samira. Peut-être un jour, mais tu sais, Yacine, ce n'est pas sa richesse qui le rend spécial. C'est qu'il a su voir au-delà des apparences. Il a vu la valeur du travail, la valeur des gens, quelle que soit leur position. Yacine hocha la tête, absorbant cette leçon avec le sérieux d'un enfant qui a déjà compris que le monde est rempli d'injustice. « Comme toi », dit-il simplement, « tu vois toujours les gens, même ceux que personne ne regarde. » Ces mots simples touchèrent Samira plus profondément que tous les compliments de la journée. Dans les yeux de son neveu, elle était déjà tout ce qu'elle aspirait à devenir. 2 semaines plus tard, Samira franchissait les portes de la fondation Louis Vuitton, vêtue d'un tailleur bleu marine, simple mais élégant, son premier achat avec son nouveau salaire. Son badge portait son nom complet, Samira Ben Ali, suivi du titre « Coordinatrice des services intérieurs ». Chaque matin, en épinglant ce badge, elle ressentait un mélange d'incrédulité et de fierté tranquille. Son bureau, elle avait un bureau, était un espace modeste mais lumineux, avec vue sur les jardins du bois de Boulogne. Sur le mur, elle avait accroché un dessin de Yacine représentant ce qu'il imaginait être son lieu de travail. Un édifice fantastique, mi-vaisseau spatial, mi-palais de cristal. Sa première tâche avait été de rencontrer l'équipe d'entretien qu'elle allait coordonner. 12 personnes, principalement des femmes immigrées comme elle, qu'il avait d'abord regardées avec un mélange de curiosité et de méfiance. Comment l'une d'entre elles avait-elle pu franchir cette barrière invisible qui séparait ceux qui nettoyaient de ceux qui dirigeaient? « Je connais vos défis parce que je les ai vécus », leur avait-elle dit lors de leur première réunion. « Mon objectif n'est pas seulement que la fondation soit impeccable, mais aussi que vous soyez respectés pour votre travail essentiel. » Fatou, une Sénégalaise d'une 40aine d'années au rire contagieux, s'était approchée d'elle après la réunion. « C'est la première fois qu'on nous parle de respect dans ce métier. D'habitude, on nous parle juste de délais et de produits à utiliser. » Pendant ce temps, à la Tour Lumière, les répercussions de la visite de Bernard Arnault continuaient de se faire sentir. L'histoire de la femme de ménage méprisée puis repérée par le milliardaire s'était répandue comme une traînée de poudre, d'abord dans l'immeuble, puis dans les cercles d'affaires de la Défense. Philippe Mercier avait vu l'acquisition potentielle de son entreprise par le groupe LVMH s'évaporer en quelques minutes. Les actionnaires, furieux de cette opportunité manquée, exigeaient des explications. Les médias économiques s'interrogeaient sur les raisons de ce revirement soudain, et certains journalistes commençaient à gratter sous la surface. Ce matin-là, Claudette était occupée à arroser les plantes du hall quand elle vit Philippe sortir de l'ascenseur, le visage tendu. À ses côtés marchait une femme en tailleur gris, à l'expression sévère. « C'est la directrice des ressources humaines du siège », murmura la réceptionniste à Claudette. « Il paraît qu'il y a une enquête interne sur le traitement du personnel. » Claudette dissimula un sourire derrière sa main ridée. La roue tournait. Plus tard dans la journée, son téléphone vibra. Un message de Samira avec une photo de son nouveau bureau et ce simple texte. « De mon placard à ça. Merci d'avoir toujours cru en moi. » La vieille femme sentit ses yeux s'embuer. Combien de Samira avait-elle vu passer dans cet immeuble au fil des décennies? Combien de talents gâchés, de dignités bafouées? Cette petite victoire lui réchauffait le cœur. À la fondation, Samira s'adaptait rapidement à ses nouvelles responsabilités. Son expérience de terrain s'avérait précieuse. Elle savait quels produits fonctionnaient réellement, quelles zones nécessitaient une attention particulière, comment organiser les rotations pour minimiser la fatigue. Mais surtout, elle comprenait l'importance de traiter chaque membre de son équipe avec respect. Pierre Dupont, son supérieur, était impressionné. « Vous avez transformé l'ambiance en quelques jours », lui dit-il lors de leur pointe hebdomadaire. « L'équipe est plus motivée, plus efficace. »« C'est simple », répondit Samira. « Quand on reconnaît la valeur de quelqu'un,
Cette personne veut être à la hauteur de cette reconnaissance. Un vendredi après-midi, alors qu'elle finalisait les plannings pour la semaine suivante, sa porte s'ouvrit sur Sophie, l'assistante de direction. Samira, Monsieur Arnaud sera là dans 1 heure pour une visite des nouvelles installations. Il a demandé à vous voir. Le cœur de Samira s'accéléra. Depuis son embauche, elle n'avait pas revu le milliardaire. Que pouvait-il bien lui vouloir? Bernard Arnault arriva entouré de son équipe habituelle. Grand, élégant, son regard vif semblait tout enregistrer d'un seul coup d'œil. Il salua chaque personne par son nom, y compris les agents d'entretien qui travaillaient dans le hall. Puis il aperçut Samira. « Madame Ben Ali, dit-il en s'approchant, comment se passe votre intégration? »« Très bien, monsieur Arnault. Je suis reconnaissante pour cette opportunité. » Il hocha la tête. « Ce n'est pas de la charité, Madame Ben Ali, c'est de la méritocratie. La vraie, celle qui reconnaît le talent quelle que soit son origine. » Puis, baissant légèrement la voix, « Savez-vous ce qui s'est passé à la Tour Lumière ?» Samira secoua la tête. Elle avait délibérément évité de demander des nouvelles à Claudette, voulant tourner cette page de sa vie. « Monsieur Mercier fait l'objet d'une enquête interne. Il semblerait que votre cas n'était pas isolé. Plusieurs employés ont témoigné de comportements similaires. » Samira resta silencieuse, digérant cette information. Elle ne ressentait ni joie ni triomphe, juste une forme de soulagement mélancolique. « Vous savez pourquoi je vous ai repéré ce jour-là » continua Bernard Arnault. « Ce n'est pas tant pour votre travail, bien qu'il fût excellent. C'est pour votre dignité. Vous avez été humilié publiquement, et pourtant, vous n'avez pas perdu votre grâce. Cette qualité est rare, Madame Ben Ali, plus rare que le talent ou l'intelligence. » Ces mots résonnèrent en Samira comme une vérité qu'elle avait toujours connue, sans pouvoir la nommer. Ce soir-là, en rentrant à Montreuil, elle trouva Yacine et Madame Belkacem absorbés par un reportage à la télévision. Sur l'écran, un journaliste se tenait devant la Tour Lumière, une enquête qui pourrait remettre en question les pratiques managériales dans plusieurs grandes entreprises françaises. Philippe Mercier, PDG de Mercier Entreprises, est accusé de harcèlement moral envers plusieurs employés, notamment le personnel d'entretien. Samira s'assit lentement sur le canapé, fascinée par ce retournement de situation. Sa petite histoire personnelle devenait, sans qu'elle l'ait cherché, le catalyseur d'un changement plus vaste. « C'est ton ancien patron ?» demanda Yacine, les yeux écarquillés. « Oui, » répondit-elle simplement. « Et maintenant il a des problèmes parce qu'il était méchant avec toi ?» Samira réfléchit un instant. « Pas seulement avec moi, Habibi. Avec beaucoup de personnes qui, comme moi, n'avaient pas le pouvoir de se défendre. Mais parfois, il suffit d'une seule voix ou d'un seul regard attentif pour que les choses commencent à changer. » Madame Belkacem hocha la tête avec sagesse. « Ma mère disait toujours, Dieu ne dort jamais. La justice prend parfois du temps, mais elle arrive. » Cette nuit-là, dans son journal, Samira écrivit « La dignité n'est pas ce que les autres nous accordent. C'est ce que nous refusons de leur laisser prendre. » Les mois passèrent. L'hiver parisien céda la place à un printemps hésitant, puis à un été radieux. Samira s'était pleinement épanouie dans son rôle à la Fondation. Son bureau s'était personnalisé, quelques plantes grimpantes, des photos de Yacine et ce premier carnet offert par Claudette, désormais rempli de réflexions et d'idées qu'elle relisait parfois avec étonnement, comme si ces mots avaient été écrits par une autre personne. Yacine, maintenant inscrit dans une école privée aux méthodes pédagogiques innovantes, ramenait des notes excellentes et parlait avec enthousiasme de devenir architecte. Comme celui qui a construit ton bâtiment en verre, Tata. Ils avaient déménagé dans un appartement plus spacieux à Montreuil, toujours dans le même quartier pour rester proches de leurs amis, mais avec une chambre pour chacun et un vrai salon, où Samira organisait parfois des dîners pour son équipe de la Fondation. Ce dimanche matin, assise sur son nouveau balcon qui donnait sur un petit parc, Samira sirotait son thé en feuilletant le journal. Un article attira son attention. Philippe Mercier quitte la présidence de Mercier Entreprises suite au scandale de harcèlement. Elle parcourut l'article avec un détachement qui l'aurait surprise quelques mois plus tôt.
La chute de cet homme qui l'avait tant humilié ne lui procurait aucune joie vengeresse, juste la satisfaction calme de voir la justice suivre son cours. Son téléphone sonna. C'était Claudette. « Tu as vu les nouvelles ?» demanda la vieille femme sans préambule. « Oui, à l'instant. Ils ont nommé une nouvelle directrice générale. Une femme, pour la première fois. Et devine quoi ? Sa première décision a été d'instaurer une charte éthique pour le traitement du personnel de service. » Samira sourit. Les graines de changement se répandaient, discrètes mais tenaces. « Comment va la retraite ?» demanda-t-elle. Claudette avait pris sa retraite le mois précédent, après 40 ans de bons et loyaux services à la Tour Lumière. Samira avait organisé une petite fête surprise pour elle, réunissant tous ceux qui, au fil des années, avaient bénéficié de sa gentillesse. « Je m'ennuie un peu, » admit Claudette, « mais je donne des cours de jardinage aux enfants du quartier. Ces petites mains dans la terre me rappellent que la vie continue toujours. » Après avoir raccroché, Samira resta pensive. Sa vie avait changé de façon spectaculaire, mais le plus grand changement s'était produit en elle. Cette confiance nouvelle, cette certitude tranquille de sa propre valeur. Dans l'après-midi, elle emmena Yacine à la fondation pour une exposition spéciale destinée aux enfants. Son neveu connaissait désormais les lieux presque aussi bien qu'elle, saluant les gardiens par leur prénom et s'arrêtant toujours pour admirer la structure du bâtiment qui le fascinait tant. En traversant l'une des galeries, ils tombèrent sur Bernard Arnault qui discutait avec un artiste célèbre. Le milliardaire les aperçut et s'excusa auprès de son interlocuteur pour venir les saluer. « Madame Ben Ali, » dit-il avec un signe de tête cordial, « et ce doit être le fameux Yacine dont j'ai tant entendu parler. » Yacine, habituellement si bavard, était soudain muet d'admiration et de timidité. « Il paraît que tu veux devenir architecte ?» demanda Bernard Arnault en se mettant à la hauteur de l'enfant. Yacine hocha la tête, les yeux écarquillés. « Tu sais, l'architecte qui a conçu ce bâtiment, Frank Gehry, a commencé par dessiner des bâtiments imaginaires quand il était à peu près de ton âge. »« Vraiment ?» murmura Yacine, retrouvant soudain sa voix. « Vraiment. Si tu veux, je peux demander à ce qu'on t'organise une visite spéciale pour voir des choses que le public ne voit pas d'habitude, les secrets du bâtiment. » Le visage de Yacine s'illumina comme un soleil. « Oh oui. S'il vous plaît, monsieur. » Bernard Arnault se tourna vers Samira. « Votre équipe fait un travail remarquable. Les retours des visiteurs mentionnent souvent la propreté impeccable des lieux. C'est rare qu'un service de maintenance soit spécifiquement félicité, vous savez. Merci, monsieur. J'ai la chance d'avoir une équipe exceptionnelle. » « Une équipe qui reflète sa coordinatrice, j'imagine, » répondit-il avec un léger sourire avant de prendre congé. En rentrant ce soir-là, Yacine était intarissable sur sa rencontre avec le monsieur le plus riche de France et sur la visite promise. « Tu crois qu'il se souviendra ?» demanda-t-il anxieusement alors que Samira le bordait. « Je suis certaine que oui. Monsieur Arnault n'est pas du genre à faire des promesses à la légère. » « Il est gentil pour un monsieur riche, » dit Yacine d'un ton songeur. « À l'école, Malik dit que tous les riches sont méchants et égoïstes. » Samira s'assit au bord du lit, cherchant ses mots. « La richesse ne définit pas qui nous sommes, Yacine, ni la pauvreté d'ailleurs. Ce qui compte, c'est comment nous traitons les autres, surtout ceux qui sont différents de nous ou qui ont moins de pouvoir, comme toi avec ton équipe. Fatou dit que tu es la meilleure chef qu'elle ait jamais eue parce que tu n'oublies jamais comment c'était avant. » Les paroles de l'enfant touchèrent Samira. « J'essaie de ne pas oublier, oui, c'est important. » Plus tard cette nuit-là, incapable de dormir, Samira s'installa sur le balcon. La ville scintillait au loin, un océan de lumière sous un ciel sans étoiles. Elle ouvrit un nouveau carnet, son 3e depuis qu'elle avait commencé à écrire régulièrement. « La dignité a de nombreux visages, » écrivit-elle. « Elle peut être silencieuse, comme un regard qui ne se baisse pas devant l'humiliation. Elle peut être bruyante comme une voix qui s'élève pour défendre les autres. Elle peut être patiente, attendant des années que la justice se manifeste, ou fulgurante, changeant une vie en un instant. » Elle s'arrêta, contemplant les mots qui semblaient couler d'eux-mêmes de son stylo.
Je pensais autrefois que la dignité était un luxe réservé à ceux qui avaient déjà tout. Maintenant, je sais que c'est une force qui vit en chacun de nous, attendant seulement d'être reconnue. Par nous-mêmes d'abord, puis par le monde. Une semaine plus tard, lors d'une réunion du personnel de la Fondation, Pierre Dupont annonça la création d'un nouveau programme, Potentiel caché. Une initiative visant à identifier et former des talents parmi le personnel de service et de sécurité pour leur permettre d'évoluer vers des postes à responsabilité. Samira Benali sera la coordinatrice de ce programme, annonça-t-il. Sa propre expérience en fait la personne idéale pour repérer ces potentiels que nous avons trop longtemps négligés. Des applaudissements résonnèrent dans la salle. Samira, assise au premier rang, sentit une émotion intense lui serrer la gorge. Son parcours personnel devenait un pont pour d'autres, une possibilité de transformation collective. Ce soir-là, sur le chemin du retour, elle s'arrêta à la tour Lumière. L'immeuble n'avait pas changé, toujours aussi imposant, froid, impersonnel. Mais elle le regardait différemment. Dans le hall, elle reconnut plusieurs visages. La réceptionniste qui avait ri d'elle, le jeune cadre qui avait renversé le café. Ils la regardèrent passer, certains la reconnaissant, d'autres se demandant qui était cette femme confiante, au tailleur élégant. Elle monta au dernier étage et sortit sur la terrasse normalement réservée aux cadres supérieurs. De là, Paris s'étendait à ses pieds, doré par le soleil couchant. Elle n'était plus invisible, elle était devenue celle qui voit les autres, qui voit les possibilités, qui voit au-delà des apparences. Et dans ce regard neuf résidait peut-être sa plus grande victoire.